Bon, merci à tous. Je pense, comme vous tous, un peu sous le choc du bombardement des informations, des choses que nous avons entendues, de tout ce que nous avons appris. Je crois qu'on va sortir de cette réunion meilleur qu'on était en entrant, parce qu'on sait plus de choses, et que notre horizon intellectuel s'est élargi. Et ça, je crois que c'est le but numéro 1 de la rencontre. Je vais y venir. Bon, d'abord, je veux remercier tous ceux qui ont préparé si difficilement, parce que ça a été difficile à préparer. Où aller, comment faire, par quel bout commencer, comment arriver à bien articuler ça avec le reste de nos tâches, et en particulier avec la bataille que nous menons pour la cause de la connaissance, du manifeste de l'écosocialisme à l'intérieur duquel cette réunion prend place. Travail magnifique qu'anime Mathieu Agostini et surtout Corinne Morel-Darleux, car il faut bien mettre les choses là où elles sont, dans le travail général de notre organisation. Donc merci d'abord à cette équipe, celle de la commission écologie du Parti de gauche, à Corinne elle-même, à Mathias qui nous a bien aidé pour préparer toute cette journée. Alors Mathias, en plus de faire ça, d'écrire des livres que je vous recommande, a également le bonheur de travailler avec moi. Donc il est très content. C'est-à-dire qu'il n'a plus ni soirée ni week-end. Il n'est pas le seul, il y a même une bonne partie de l'équipe qui est venue parce qu'on se sent très impliqué dans ce projet, notamment Evelyne, qui a quand même déjà bien à faire et qui vient de passer sa journée à vous filmer les uns les autres. Merci à toi Evelyne, à tous les camarades qu'il y a là en bas qui ont pris en charge cette organisation matérielle, et puis aussi la GUE-NGL, puisqu'elle va nous aider à tenir cette réunion. Nous sommes 2 députés européens, mon camarade Younous Margé et moi-même, pour développer le thème que vous avez entendu développer pendant toute la journée. Pour ma part, je me suis senti bon élève, parce que je n'ai jamais été dépaysé de ce qu'il disait. Je remercie donc mes professeurs permanents, Nicolas Meyer, qui sait absolument tout sur le sujet. La taille des crevettes, les différents endroits, la taille des vers, qu'est-ce qu'on peut en tirer si on les plie en 2, si on les met en 4, etc. Et Nicolas, avec toute l'équipe de la commission maire, suit tous les textes qui sont étudiés au Parlement européen, et nous les traitons d'une manière spécifique, un par un, en les analysant, en les raccordant au reste de la politique que nous défendons. Donc c'est un bon travail, et aussi mes remerciements aux camarades de la CGT de Marseille, qui ont été mes instituteurs aussi, eux, pour me faire comprendre le problème qu'il y avait entre les ports, le transport fluvial. Tout ça, c'est des domaines, pardon de vous dire que ma spécialité au départ, c'est la poésie du XVIe siècle. Nulle part, il y a trace de tout ça là-dedans. Je dis la poésie du XVIe siècle et vous êtes moqueur aussitôt, mais pas du tout. C'est des tas de choses très intéressantes au XVIe siècle. Notamment l'élaboration de la langue française. Enfin, allez, je ne fais pas un cours sur la langue française et le XVIe siècle. Mais ces camarades, pendant la campagne présidentielle, ont beaucoup apporté sur un plan qui était essentiel à mes yeux, car notre pensée s'est construite progressivement. Je voudrais que chacun d'entre vous le sache. Nous sommes en train de mettre au monde une grande vision, extrêmement complète, extrêmement capable de passer de la vision d'ensemble à la vision de détail, et l'articulation entre les divers niveaux de compréhension passe par transit par des êtres humains, des personnes qui ont accumulé une capacité d'expertise, de connaissance dans la classe ouvrière, dans les catégories sociales intermédiaires, les ingénieurs, les architectes, enfin, tout ce monde-là qui est appelé par nous non seulement à sa contribution citoyenne à la vie de la cité, c'est-à-dire s'impliquer, donner son avis, voter, militer, manifester, s'intéresser à des causes qui ne sont pas dans leur spécialité, mais que nous sommes la seule force politique qui interpelle dans leur qualification professionnelle. Car le projet écosocialiste n'est pas seulement une addition de yaka et de faucon, hein, c'est un projet concret. La radicalité que nous défendons n'a de sens que concrète, avec des modes de transition pour le passage de la société capitaliste productiviste à la société écosocialiste par des moyens concrets. Il ne peut pas être question de dire nous ne savons pas, on verra bien. Bon, alors on va sortir des énergies carbonées. Alors là, tout le monde dit oui, tout le monde est d'accord. Et on va faire un référendum sur le nucléaire. Alors là, tout le monde gueule. Tout le monde a un avis sur le nucléaire. Mais personne ne s'aperçoit qu'avant,
ils ont dit oui de la tête, sans aucun problème, à quelque chose qui est un défi absolument majeur, qui est de sortir des énergies carbonées. C'est plus compliqué de sortir des énergies carbonées que de sortir du nucléaire. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai ce que je dis, puisque la première centrale qu'on a commencé à démanteler, c'est il y a 15 ans, et on y est toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que les objets du quotidien reposent sur une chimie et le recyclage sauvage des objets du quotidien aujourd'hui repose sur tout ce qui va avec les énergies carbonées pour produire, mais aussi parce que la chimie des plastiques, etc., ça c'est toute l'énergie fossile au point de départ. Ce sont des produits qui résultent de l'exploitation pétrolière. Donc dire on va sortir des énergies carbonées, plein de camarades se disent ah quelle bonne idée, on va arrêter de mettre de l'essence dans nos voitures, on est d'accord parce que ça pollue, ça pue et ça rend con. Mais après quoi? Ah ben on va faire des voitures électriques, oui bonne idée. En effet le moteur électrique c'est beaucoup plus performant qu'un moteur thermique puisque ça transforme 90% d'énergie en énergie mécanique, tandis que le moteur à explosion est une vieillerie archaïque qui arrive dans les moteurs de Formule 1 à vous transformer seulement le 30% de l'énergie dégagée en énergie mécanique. Bon, donc c'est une bonne idée. Oui, mais alors, les voitures électriques, figurez-vous qu'il y a un problème, c'est que justement, elles sont électriques. Et que si vous mettez 1 million de voitures électriques, il vous faut une centrale nucléaire pour les faire rouler. Donc, quand vous avez dit que vous allez faire des moteurs électriques, vous n'avez pas réglé le problème. Parce que nous savons faire les moteurs électriques, nous savons faire les voitures électriques, nous savons faire les routes s'il le faut, mais nous devons répondre à la question de la production d'énergie, qui est la question numéro 1 de l'activité humaine. De toute façon, notre corps brûle et fabrique de l'énergie, et nous avons besoin, pour produire quoi que ce soit, de l'énergie au point de départ. Et donc, nous devons régler la question de l'énergie propre. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une énergie propre? C'est celle qui répond à la règle verte. On ne prend jamais plus que ce que la nature elle-même reconstruit. Cette règle verte que nous avons mis en avant au cours de la campagne présidentielle, beaucoup de camarades n'ont pas pris une bonne conscience de l'impératif que ça représentait. Ne vous inquiétez pas, j'en reviens aux énergies carbonées à la mer dans quelques secondes. Mais je vous demande, mes amis, de bien comprendre que la production idéologique ne peut pas être la fabrication d'un millefeuille d'exigences accompagné de points d'exclamation. C'est forcément un processus intellectuel et un processus concret qui doit avoir pour but la précision et la volonté d'efficience. L'écologie politique réduite à des consignes culpabilisantes, à des injonctions morales et à des dénonciations est insuffisante pour changer le monde. Et c'est même pire, peut-être qu'elle recule le moment où les gens peuvent vouloir changer le monde, harassés qu'ils sont, de se faire donner la leçon en permanence. Et nous ne pouvons pas imaginer un système politique et social dans lequel le rôle du militant politique ou de l'administration publique serait de faire la morale du matin au soir. Et nous ne pouvons pas accepter de nous mettre dans la main de je ne sais quel improbable commissaire politique qui viendrait nous dire ce que nous avons le droit de manger, quel genre d'habit on a le droit de se mettre, quel genre de pratique on doit avoir. Non, ça ne peut pas être ça. Ça peut être une règle qui est éminemment partageable et qui a la valeur objective la mieux ancrée, la plus fondée. Telle est la règle verte. On ne prend pas plus que ce que la nature peut reconstituer. Et alors, si vous prenez une filière de production, on va arriver sur l'économie de la mer. Alors, d'un bout à l'autre de cette filière de production, du moment où l'on commence le travail, jusqu'à celui loin en amont où l'on prélève les matières premières nécessaires à l'exécution de ce travail. Tous, techniciennes, techniciens, ingénieurs, hommes, femmes, tous sont capables, à leur poste de travail, dans leur segment de production, de se demander est-ce que la règle verte est respectée à l'endroit où je me trouve? Et de déployer, je ne dis pas que ce soit toujours possible, toute son imagination, tout son savoir-faire, toute sa qualification professionnelle, à essayer de rendre ça praticable. Ce qui nous montre une fois de plus que le modèle éco-socialiste n'est pas possible sans une implication individuelle de chacun à l'accomplissement des objectifs de l'éco-socialisme. On ne peut pas le faire. C'est pourquoi, camarades, comme vous m'avez dit tout à l'heure, ah ben il faut 20 ans, etc., vous rêvez. On vous le demandera plus vite. Je l'ai déjà dit aux cheminots de Toulouse. Je leur ai dit combien de temps il vous faut pour mettre tous les camions sur des trains entre la frontière belge et la frontière des Pyrénées. Commence un débat politique du jamais vu. Hein. Il faut dire que bon, on était tous de gauche là-dedans, les cheminots, pour en trouver un de droite, il faut quand même chercher. Tout le monde était de gauche. J'ai dit, je parie même que vous êtes tous communistes. Aussitôt, il y en a un qui a dit, qui avait la main, qui a dit, ça dépend de quel communisme tu parles. Je lui ai dit, bon, c'est bon, Ils ont fait comme vous, ils se marraient. Et bon, moi je leur pose ma question.
Et alors commence la discussion entre les plus jeunes, les plus vieux, les machins, comment on allait s'y prendre, et où les trains allaient passer, où il fallait pas qu'ils passent, et qu'est-ce que c'était que cette histoire, bref. Et au bout de, je sais pas, moi on avait parlé depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, il fallait que je m'en aille, je dis bon bah écoutez, moi je me moque un peu d'eux, hein, gentiment. Je leur dis d'habitude, on dit que c'est les hommes politiques qui répondent pas précisément aux questions, mais là, c'est vous qui ne savez pas répondre à une question, parce que il y en a un qui me dit que c'est 3 ans, et l'autre qui me dit que c'est 6 ans. Alors bon, tout le monde rigole, mais jaune. Hein. Ça fait pas trop plaisir de se faire ramonner. Hein. Bon, alors il y a un ancien qui est là, il s'est dit, c'est pas celui-là qui va avoir le dernier mot. Il me regarde, il dit, écoute Mélenchon, 3 ans ou 6 ans, ça dépend du c'est qu'il demande. Et je pense qu'il a répondu juste. Parce que si c'est l'exploiteur qui a déjà réduit la paye, créé des conditions de travail dégueulasses, qui vient tous les jours vous montrer du doigt, ça prendra sûrement plus de 6 ans. Mais si c'est le camarade qui dit il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on trouve la solution technique, on l'a dans notre tête, elle y est, parce que c'est maintenant qu'on a notre savoir à l'instant où on parle. Et donc on va la chercher et on va trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace de la mettre en œuvre, je suis sûr que ça prendra que 3 ans. C'est pas pousser trop loin le volontarisme, c'est dire que le facteur humain est le facteur décisif de la politique, de la production, de l'économie, de tous les domaines. C'est ce que nous avons là et là. Si on a envie de le faire, c'est là que ça se passe. Et ça se déclenche là. C'est ce rapport-là que la politique a pour objet de construire. Je viens maintenant à la question de l'économie de la mer en commençant par le plus simple. Comme si je m'adressais à vous, non pas comme à des personnes informées qui décident de passer tout un samedi à s'instruire, parce que c'est ça que nous sommes venus faire. Moi, je suis venu apprendre. J'ai pris des notes. Ceux des camarades qui ont écrit des textes Younous m'a donné sa magnifique intervention, donc on va la saisir et puis on va la mettre en diffusion. En échange, peut-être qu'on va lui donner le bout de la vidéo qui le concerne, qui pourra mettre sur son blog. Mais oui, il faut s'aider. Younous c'est un des nôtres, c'est lui qui va mener la liste que le Front de gauche soutiendra aux élections européennes pour les Outre-mer. Imaginez-vous que cet homme, il a une circonscription qui est supérieure à la taille de Pierre-Provence. C'est-à-dire, la circonscription est plus grande que l'Europe. Ben oui, dans Tahiti, la Nouvelle-Calédonie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane, etc., la Terre Adélie française, où il y a des lapins français de première splendeur, n'est-ce pas, et quelques personnes sur la base. Donc, je vais commencer non pas en m'adressant, comme je devrais le faire, à des personnes comme vous, mais en essayant de partir d'une expression politique qu'on peut comprendre au-delà de nos murs. Hein. L'économie de la mer, dans le projet éco-socialiste, c'est la traduction concrète d'une idée. On ne peut pas faire redémarrer une économie, relancer une activité, tout en répondant au paradoxe de la relance, pour nous écologistes. Le paradoxe de la relance, c'est que la relance est de la croissance. Et la croissance est retournée au cycle de l'idée que le monde est infini, ses réserves infinies, et autres bêtises qui n'ont pas de sens. Il nous faut un point d'appui qui réponde aux besoins, à l'intérêt général, qui remette cette activité en route et qui le fasse d'une manière sélective. Voilà plutôt, et il faut donner un contenu concret à qu'est-ce que c'est le contraire de la politique de l'offre. La politique de l'offre, vous avez tous compris ce que c'est. On produit n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, avec un seul objectif, que ça coûte le moins cher possible, et qu'on arrive à trouver un maximum de clients pour l'acheter ailleurs que dans nos frontières, de manière à pouvoir avoir un bon solde du commerce extérieur, de façon à avoir une bonne note d'argent en remboursation, rembourser la dette, il a pas de... Bon, enfin vous connaissez, parce que c'est du matin au soir, sur tous les médias, tous les hommes politiques et femmes politiques de droite, sociodébéraux, les sociodémocrates, et je ne sais pas quoi encore, ils sont tous d'accord. Quel est le contraire de la politique de l'offre? Il y a des camarades qui n'ont pas compris la politique de l'offre. Vous étiez à Nice, qui c'est qui était à Nice hier soir? Je vais raconter 3 fois la même blague, mais c'est pas grave, c'est pour les autres. Vous allez expliquer aux gens qui vous savez, la clé de la communication, c'est pas d'être gentil, c'est pas de vous fondre avec le décor. Il faut parler cru et dru, et nous, on a une spécialité, c'est qu'il faut qu'on donne le moral aux gens. Donc, ce que les autres font passer avec des têtes d'enterrement, nous, il faut le faire passer avec des blagues. Parce que la blague, ça marque l'esprit, et puis, ça fait réfléchir d'une manière enjouée. Et l'esprit, il faut l'ouvrir, pas le fermer, le ratatiner par la trouille. Donc, le rire de ce bon Rabelais qui disait
dit que c'était le propre de l'homme. Rabelais n'a pas fait dire ça, il a dit aussi une chose qui nous importe beaucoup à nous écologistes, c'est science sans conscience. Vous voyez le XVIe siècle, hein? Vous voyez que vous y venez petit à petit. Hein? Je vous recommande de lire dans Rabelais du meilleur torche-cul. Bah, il y en a qui l'ont lu ici. 40 pages. Le gars, il a fouillé, si j'ose dire. Bon, je viens à mon affaire. Vous voyez? Je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder Rabelais en rentrant. Mais qu'est-ce qu'il nous a raconté? Je vais regarder. Bon. Alors, hier, j'ai expliqué ça aux camarades. Je vais vous expliquer ce qu'est la politique de l'offre. C'est un Esquimau qui est à la maison, là-bas, en Laponie, au pôle Nord. Il est un peu froid. C'est normal, hein, vu le lieu. Et ça tape à la porte. Toc, toc, toc. Il ouvre la porte et il y a un gars qui lui dit, qui arrive, ah bonjour, bonjour, ah oui, je suis représentant de commerce. Alors l'Esquimau lui dit, c'est formidable. J'ai un peu froid, vous n'avez pas un chauffage? Alors tu dis, ah non, pas du tout. Ah bon, alors qu'est-ce que vous vendez? Je viens vous offrir un frigo. Un frigo, dit l'Esquimau? Mais j'en ai pas besoin. Comment ça, vous n'en avez pas besoin? Monsieur Hollande a dit, c'est l'offre qui crée la demande. Donc vous en avez besoin, puisque c'est ça que je vous propose. Alors vous pouvez continuer l'histoire, voilà la politique de l'offre. C'est-à-dire que c'est absurde. Alors je peux vous la continuer, hein. Je peux dire, oui, mais mon frigo coûte moins cher que celui du Coréen, mais je m'en fous, j'ai pas besoin de frigo. Ah oui, mais, on peut continuer, hein. Et en fait, vous avez le rôle du gars qui vient avec son frigo, c'est de convaincre l'autre qu'il en a besoin. C'est ça l'économie de la frustration, de la publicité, et c'est ça le productivisme. Produire n'importe quoi, n'importe comment, et fabriquer le besoin de son n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. L'économie de la mer, c'est le volant d'entraînement de l'économie générale. Là encore, je vais le faire à la blague. Rien de meilleur que de poser une hydrolienne en mer pour faire travailler les coiffeurs. Ah ouais. Parce que si vous mettez une hydrolienne en mer, il faut la fabriquer. Donc vous distribuez des salaires. Et quand vous avez des salaires, parce que c'est pas n'importe quoi comme travail, eh bien les gens commencent à vivre mieux. Et l'indicateur de que ça va mieux, c'est le coiffeur. Parce que c'est la première dépense que vous supprimez. Parce que vous dites, quand vous êtes un homme, bah, elle va bien m'arranger ça. D'ailleurs, c'est elle qui s'en charge, même quand vous n'avez pas envie. Je ne dis pas le contraire. Il y a un camarade à qui reste quelques cheveux devant moi, je ne lui dis pas lequel, parce que c'est mon camarade. Mais avec ce qu'il a, encore il est persécuté. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont les consommations populaires simples qui sont des indicateurs de ce qui se passe dans la qualité de vie. Et après, je pourrais continuer. Vive les hydroliennes pour faire fonctionner l'agriculture bio. Parce que celui qui a une paille, il va choisir le bon manger, sérieux, par rapport au manger de mauvaise qualité, dont il sait qu'il est de mauvaise qualité, mais il ne peut pas en acheter un autre. Un volant d'entraînement, c'est ça. Vous posez une activité, et par le mouvement qu'elle entraîne, de l'économie, de l'échange, eh bien, c'est toute la société humaine qui est irriguée, et qui commence, parce qu'elle est irriguée, à se ressaisir, et à inventer, et à trouver d'autres choses, etc., etc. La misère n'a jamais rendu plus inventif, la contrainte n'a jamais rendu plus imaginatif, ce n'est pas vrai. Et même dans la poésie, ça se discute. Vous connaissez la phrase qui dit « frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». Ça veut dire « plus tu pleures et plus ça va être beau », c'est même pas sûr. Alors à plus forte raison en économie, moi j'en suis sûr, non. La réponse est non. L'économie de la mer, donc, c'est poser un volant d'entraînement de l'économie générale. Et j'ai pris l'exemple il y a un instant sur la question de l'énergie d'une hydrolienne. Une hydrolienne posée à l'endroit où elle doit être posée, c'est du travail pour Florange. C'est-à-dire à l'autre bout du pays, dans la montagne. Parce que pour faire tourner cette machine, il faut des aciers fins, il faut des aciers spéciaux. Et cela, on sait les faire. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre en route la règle verte. Camarade, ami, tout le long, vous devez appliquer la règle verte. Et quand vous arrivez là-bas à Florange, vous devez dire, au moment où on va fondre l'acier, il ne faut pas prendre ou rejeter dans l'atmosphère plus qu'elle peut reconstituer. Donc vous changez le four. Donc vous changez son alimentation. Et vous allez faire une alimentation électrique plutôt que l'alimentation actuelle. C'est le projet Ulcos qui existe déjà. On sait le faire. Et vous serez très surpris de découvrir chaque fois que vous posez un objet de cette nature que tout le long de la chaîne de production, on sait le faire. Et alors vous êtes stupéfait, vous dites, bon, si on le fait, si on sait le faire, pourquoi on ne le fait pas? Vous connaissez tous la réponse. Parce que ce qui s'impose, ce n'est pas la règle verte, c'est la règle
de la maximisation du profit et de l'intérêt financier. Et M. Mittal ne veut pas d'Ulcos ni de rien du tout, ni de rien du tout, pour la raison que M. Mittal possède une industrie à haut niveau de capitalisation financière, l'industrie sidérurgique, et que dans l'industrie sidérurgique, le niveau de l'emprunt est toujours mécaniquement très élevé, heureusement. Car c'est le rôle du crédit que de permettre des investissements de très long terme, à condition que les taux de profit soient assez bas pour que ne soit pas dévorée dans l'emprunt toute la richesse qui a pu être créée par le travail humain. Et voilà pourquoi l'économie humaine mourra si elle continue à être, comme elle est en ce moment, cancérisée par les exigences de la sphère financière, qui est passée d'un taux de rendement de 3 à 4%, qui était celui de mon jeune âge, vous parlez déjà de spoliation capitaliste, à des 12, 13, 14, 15, 16%. Il n'y a aucune économie productive qui résiste à une exigence pareille. Et pourquoi viennent-ils ici? Parce que c'est ici qu'est aujourd'hui l'appareil de production. Et quand ils l'auront intégralement détruit et entièrement déménagé en Chine, ils le déménageront de Chine en Éthiopie, parce que les salaires des Chinois augmenteront. C'est mécanique. Et donc, le capitalisme financier, lui, il a devant lui, pense-t-il, 30, 40, 50, un siècle, à pouvoir comme ça déménager le monde dans un sens et dans l'autre. Mais nous savons bien que nous n'avons pas 30, 40, 50 ans ou un siècle pour faire bifurquer le système productif, parce que sinon la catastrophe sera là avant. Et déjà, elle est déjà là. C'est pourquoi l'économie de la mer, d'abord, répond à un objectif d'intérêt général. C'est en cela que c'est une méthode et une approche économique éco-socialiste. La mer, on vous a dit assez, depuis ce matin, l'enjeu qu'elle représentait. La première des choses, c'est que c'est évidemment un horizon physique. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le verrez quand vous en parlerez autour de vous. Quand vous direz aux gens, 70% de la surface de la Terre, c'est de l'eau. C'est la mer. Les gens sont stupéfaits, ils n'y avaient pas pensé. 80% de la chaleur est absorbée par la masse aquatique qui se trouve là. C'est donc le premier écosystème dont dépend la stabilité globale de l'écosystème humain. Et je dis bien humain. Ce matin, Coquerel a eu la bonne comparaison en disant la masse d'eau disponible sur cette planète est la même qu'il y a 5 milliards d'années, et ce sera la même dans 5 milliards d'années, sauf accident astronomique invraisemblable. Par conséquent, ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait de l'eau, c'est de quelle eau on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'eau compatible avec la vie humaine, et la vie humaine, elle est nécessairement, obligatoirement liée à toutes les autres formes de vie actuellement présentes dans l'écosystème. Peut-être que ce n'est pas vrai pour toutes les espèces, mais comme on ne sait pas lesquelles sont celles qui pourraient vivre dans un autre écosystème, je propose qu'on n'essaye pas. Parce qu'il y a au moins une chose, c'est que nous on sait qu'on pourra vivre que dans celui-ci. Par conséquent, quand on décrit cette réalité, on provoque toujours un choc. Et nous, dans l'action politique, nous avons besoin de ce choc. Nous avons besoin d'un choc d'imaginaire. Quelque chose qui vous ouvre le cœur, l'envie de faire. En France, il y a une culture technique et scientifique très profonde dans notre peuple. Très profonde. Les gens s'emballent, pas seulement pour les grandes causes, juste, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais ils aiment passionnément ce qu'ils savent faire. Quand j'étais conseiller général, j'organisais des sorties. Eh bien, très vite, je n'ai pu organiser qu'un seul type de sortie, celle où on allait visiter des sites industriels où il y avait une action technique de haut niveau qui se déroulait. Par exemple, le percement du tunnel du TGV. Peut-être que vous n'aimez pas les TGV, mais regardez, un tunnel, c'est une chose extraordinaire. Voir un tunnelier avancer, voir les équipes de travail. Le moindre, je ne sais pas pourquoi je dis moindre, chaque ouvrier, chaque personne qui est là, sait ce qu'elle est en train de faire, et que c'est une magie d'inventivité de l'esprit humain. La machine avance, perce, elle évacue sur les côtés. On doit calculer en permanence le niveau d'entrée dans la roche ou dans le sol. Et en même temps, la machine monte les voûtes qui permettent de vousser le tunnel, avec un taux de risque extrêmement faible pour les ouvriers. Quel immense progrès par rapport au passé. La machine, là, pour une fois, vraiment soulage l'effort et la pénibilité du travail humain. Il y a donc une immense curiosité technique qui fait qu'à chaque fois qu'on organisait ce déplacement, les gens venaient, même pour visiter la machine à chauffer la piscine. Ils venaient. Tout le monde aime ça, voir, parce que tout d'un coup, vous touchez du doigt la merveille qu'est l'esprit humain. J'étais à l'usine marémotrice de la Rance. Bon, alors, bien sûr, cette usine soulève toutes sortes de difficultés. Il ne faut pas voir toujours ce qui ne va pas, bien sûr, compris. Mais regardons cette chose extraordinaire. On a décidé de la faire, on l'a fait. Mais écoutez, ça ne va pas de soi. Regardez ce que c'est qu'une entrée comme ça de la mer à l'intérieur des terres. S'imaginer qu'on va couper ça, mettre une écluse, laisser passer les bateaux, laisser passer les poissons, faire ceci, faire cela, c'est très compliqué.
Eh bien, si vous aviez vu l'ingénieur qui m'a fait visiter ça, d'abord il m'a fait son truc sur EDF, je lui ai dit écoutez, laissez tomber, on va se fâcher avant même d'avoir commencé. Donc, bon, ça l'a fait rire, le gars, de toute façon, il s'en fichait, il lui montrait sa belle usine. Et en effet, elle est magnifique. Je suis sûr, je vais faire une mauvaise image, il ne m'en voudra pas s'il m'entend parler un jour. Je pense que cet homme, vous le croisez dans la rue, vous ne le voyez pas. Il est banal, comme nous tous, il fait ses trucs, ses machins, sa vie. Mais quand il est dans l'usine, il rayonne. Il m'a montré comme le béton était magnifique. C'est un béton qui a 50 ans, mes amis et camarades, il n'a pas bougé. Impeccable. Les ouvriers qui ont fait ça se sont donné un mal de chien pour cracher le meilleur béton qu'on ait jamais vu. 50 ans après, il n'a pas bougé. Les machines, leur emplacement, la pompe, reste toujours unique au monde. On a transformé certaines ailettes avec des matériaux, on ne vous dira pas lesquels. Alors il dit à d'un air entendu, mais si, c'est marqué là. Et puis il sourit en coin, il dit, bon, on n'a pas tout dit. Bien sûr, heureusement qu'on n'a pas tout dit. On a trouvé des tas de procédés pour protéger les pales de l'oxydation, en faisant passer dessus du courant électrique, etc., etc., etc. C'est une merveille. Et ça crache, l'électricité dont a besoin la ville de Rennes. C'est un exemple. Donc il n'y a pas, quand on parle de l'économie de la mer, on parle de déclencher un imaginaire, un enthousiasme pour trouver des solutions, pour inventer, pour découvrir, pour mettre en place, pour corriger. C'est très important que l'action politique trace des frontières plus élevées que le regard, plus loin que l'endroit que l'on observe. Moi, je voulais être Yuri Gagarin, d'accord? J'imagine que plein d'entre vous ont aussi rêvé de ça. Il faut qu'on garde en nous cette puissance d'évocation poétique qui fait qu'on voit plus loin que le quotidien. Ça, c'est l'idée d'un horizon de l'imaginaire humain. Mais c'est aussi un fil conducteur. Au début, quand nous avons commencé à parler de l'économie de la mer, on passait de l'écosocialisme, formule un peu abstraite, à l'économie de la mer, qui en était la concrétisation. Là, à cet instant, maintenant, on disait, il y a une raison. Moi, j'aime bien que les raisons soient des raisons objectives. Allez savoir pourquoi. Hein. Peut-être quelque chose qui me reste du matérialisme historique, donc je me réclame. La raison objective, c'est que l'humanité est en expansion. Voilà. C'est un groupe, une espèce qui est en expansion permanente depuis des milliers et des milliers d'années. Ça a été une expansion qui a toujours été numérique et spatiale. Spatiale parce que numérique. Plus il y a d'êtres humains, plus ils se déplacent, plus ils occupent de place, plus il y a besoin de ressources, etc., etc. L'expansion à la surface de la Terre est terminée. L'expansion humaine continue dans l'espace. Elle est commencée. Elle est sérieusement commencée. On a déjà réussi à transformer en poubelle la proximité de la Terre. Et on est parti, voici maintenant, deux autres nations qui sont des nations spatiales. L'Inde et la Chine. Traitées dans un coin de page des journaux si sensibles aux agences d'influence nord-américaines, tout ce que font les Chinois est moche, et tout ce que font les Américains est beau. La peine de mort est moche en Chine, elle est belle aux États-Unis. Le bagne de Guantanamo est délicieux par les Chinois et les Américains, mais sinon c'est un goulag dès que c'est en Chine. D'accord? Tout le monde connaît ça, il suffit de lire Le Monde pour savoir se repérer. Donc des nations sont là, et l'expansion humaine est commencée dans l'espace. Pour l'instant, elle balbutie, mais regardez à quelle vitesse. Hein. Ma grand-mère a eu une balle en calèche. Elle a été rapatriée d'Afrique du Nord en caravelle. Et oui, elle a vu les premiers hommes sur la Lune à la télévision. Elle avait du mal à y croire, mais bon. Et nous avons vu tout ça, hein, plus l'arrivée sur Mars. Hélas pour nous, peut-être qu'on n'y sera pas pour voir le débarquement, et comme je l'ai déjà dit, personnellement, je rêve de faire un meeting sur Mars, vu que c'est la planète rouge. Je devrais être bien reçu. Bon. Et je disais dans les premières réunions qu'on faisait, l'humanité va entrer en mer. Et au bout d'un moment, Corinne et d'autres camarades m'ont dit, pourquoi tu dis va entrer en mer? Nous sommes entrés en mer déjà, mais de la pire des façons. Qui est entré en mer les premiers? Les pétroliers. Pour aller chercher le pétrole, sans souci aucun de l'intérêt général. Qui est entré en mer sans le savoir, comme des sagouins? L'agriculture productiviste, donnant lieu, comme l'a rappelé ce matin Isabelle Autissier, à deux immenses zones de mort totale. Il n'y a plus rien, plus un être vivant à l'intérieur de cette zone. Les deux sont sur
au Nouveau Monde, c'est ça qui est tragique, l'un dans le golfe du Mexique, l'autre un petit peu plus haut, en face des terres qui ont été les plus sauvagement exploitées sur ce continent. Entrer en mer comme des salauds, en jetant toutes les ordures, et ça donne le continent dont on nous a parlé ce matin, avec des millions et des millions et des millions d'objets en plastique qui sont là et qui flottent à plusieurs endroits du monde, et pas seulement à un seul. Entrer en mer parce qu'ils sont déjà en train de regarder comment ils vont racler le fond pour ramasser les nodules minéraux de toutes sortes. Et que c'est vrai que le 80% des réserves disponibles, quel que soit le domaine sur lequel on s'exprime, sont au fond de la mer. Par conséquent, ce qui est engagé ne fait que commencer. Entrer en mer parce qu'on s'est débarrassé en mer de tout ce qui gênait. Et ici, au bord de la Méditerranée, c'est-à-dire au bord d'un des principaux écosystèmes sensibles dont dépend la civilisation humaine actuelle, puisque nous sommes tant et tant de gens autour de cette mer, n'est protégé, organisé par personne. Et les villes continuent à jeter leurs effluents à la mer, sans autre souci de ce qui se produira ensuite. Et on commence à parler d'aller forer pour trouver du pétrole. Et M. Cohn-Bendit, grand écologiste que tout le monde connaît bien, a même réussi à dire devant le Parlement européen que l'avenir de Chypre, que ça plaise ou non, c'était l'exploitation du pétrole sous-marin et du gaz. D'accord? Donc l'irresponsabilité reste la règle générale. Ce qu'il s'agit de faire, c'est, avec l'économie de la mer, une entrée responsable, écologique, dans un nouvel horizon pour l'humanité. Et si on y arrive, on ne va pas seulement empêcher que l'entrée en mer soit un désastre. À la manière d'entrer en mer, nous changerons comment nous sommes sur Terre. Autrement dit, le projet éco-socialiste prend pour objectif l'économie de la mer pour changer l'économie globale, et pas seulement celle qui concerne la mer. La mer, de ce point de vue, d'horizon physique, d'horizon de défi, devient un horizon politique. Si nous sommes capables d'entrer en mer de manière responsable, nous changerons la civilisation humaine. Si nous ne sommes pas capables de le faire, la civilisation humaine s'effondrera. Ah oui, elle s'effondrera. Parce que tous les logiciels politiques, à part le nôtre, postulent une croissance infinie possible. Parce que la social-démocratie, à supposer qu'il en reste quelque part, a pour formule le partage des fruits de la croissance comme moyen de redresser les inégalités, ce qui suppose qu'il faut une croissance infinie pour corriger les inégalités qu'elle-même creuse. De même, le logiciel libéral, c'est celui de la politique de l'offre. Je n'y insiste pas, je ne fais pas l'injure de recommencer. Et nous-mêmes, le vieux mouvement socialiste, ouvrier, communiste, toute l'ancienne gauche, et aussi la gauche républicaine, nous avons pendant longtemps confondu l'idée que c'était le développement sans fin des forces productives qui était le moyen du progrès, quand ce n'était pas le progrès lui-même. C'est cette révision générale des paradigmes politiques de base qu'est l'écosocialisme, qui revisite toutes les idées du républicanisme, du communisme, du socialisme, pour les reformuler dans une formule qui tient en quelques secondes. Premièrement, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, donc il y a un intérêt général supérieur aux intérêts particuliers. Nous ne pouvons le trouver que par notre raison et pas par les vérités révélées. Nous ne pouvons le faire que dans un débat contradictoire, donc nous avons besoin de la démocratie. Et à la fin, en décidant ce qui est bon pour tous, et pas seulement pour nous, voilà pourquoi nous avons besoin de la République. Ainsi, vous voyez que tout est refondé. Oui, les êtres humains sont semblables, donc sujets de droits égaux. Oui, il y a des biens communs. Et le premier de tous les biens communs, c'est ma bifurcation dans mon raisonnement, c'est nous. Donc nous sommes, quelqu'un l'a rappelé ce matin, composés pour l'essentiel. Et comme l'a dit Nicolas, si vous perturbez le cycle de l'eau à un endroit, il l'est jusqu'au bout et tout le temps. Si vous jetez un pesticide à un endroit dans la mer, vous le retrouverez dans votre verre, vous le retrouverez dans votre chair, à un moment ou à un autre. L'eau est la base de tous les cycles fondamentaux de l'existence humaine. C'est pourquoi c'est un bien commun premier dans lequel nous voulons établir la loi du collectivisme, appelez ça du communisme, aucun mot ne me fait peur. L'eau doit rester sous toutes ses formes un bien commun. Et c'est pourquoi je vais commencer bizarrement sur ce sujet par quelque chose qui n'est pas habituel chez un matérialiste, le droit. Younous a rappelé tout à l'heure l'importance de faire de la mer et des espaces aujourd'hui sans droit. Pourquoi sont-ils sans droit? Parce qu'ils sont sans propriétaire. Et que dans notre société capitaliste, là où il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de droit.
Or, la mer immense, au-delà des plateformes territoriales, est un espace qui n'appartient à personne. Donc, aucun droit ne s'y applique. Résultat, les devoirs de réparation ne sont effectués par personne. Tout le monde se fiche de savoir de quelle étendue est le continent de cochonnerie qui flotte dans la mer, vu que personne n'en est responsable. Mais nous avons besoin du droit pour régler pacifiquement les questions que l'entrée en mer, d'ores et déjà opérée par le capitalisme, est en train de soulever. Nous avons besoin du droit si nous sommes des êtres de raison qui comptons régler par la raison les problèmes qui sont soulevés et non pas par la force des armes. Car que se passe-t-il en mer? La compétition intercapitaliste est commencée. Sur le pôle Nord, il y a des réclamations des Russes, des Danois, des Nord-Américains et de quelques autres nations, non seulement sur les voies de passage, mais sur la propriété du fond. Et la même question s'est trouvée posée, si vous en souvenez, sur le continent antarctique, où il a été décidé qu'il était devenu propriété commune de l'humanité, où on interdisait l'exploitation. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas naïf tout de même. Vous savez très bien qu'il y a une course aux matières premières. Vous savez très bien que la course aux matières premières, c'est un des fondements de l'impérialisme. Et que l'impérialisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait notre maître Jean Jaurès. Donc, s'il n'y a pas le droit, ils se taperont dessus. Et vous voyez bien que ces questions sont souvent les moyens de provocation géopolitique, comme celle que le Japon fait contre la Chine, à propos d'îles dont personne ne mentionnait l'existence il y a à peine 10 ans, mais qui se trouvent être riches de matières premières en sous-sol. Il faut faire avancer le droit international sur le sujet. Peut-on le faire? Oui, nous avons une expérience réussie. L'ONU a décidé que les limites de propriété en mer, sur le plateau continental, depuis ce matin, vous savez ça, il y a le rebord, la laisse, qui nous a expliqué ça, la laisse quoi déjà? Et puis après, le plateau, et après, chouf, les grands fonds. Et au fond des grands fonds, qu'est-ce qu'il y a? Des volcans. Chouf, qui refait le plancher. C'est pour ça que ça s'écarte. On est savants depuis ce matin. Ouais, bah, il faut mieux, hein. Une journée que j'ai retenu quelque chose, quand même. Tiens, vous m'avez fait perdre le fil. On était sur le droit. Non, non, vous inquiétez pas. On était sur le droit. Donc, très vite, les pays ont commencé à dire « mais ici c'est chez moi, non, non, pas oui, non, oui ». Enfin, il fallait bien trouver une solution, notamment entre nous et les Anglais, comme si on pouvait trouver une solution entre nous et les Anglais. Mais bon, on essaye. Ben quoi, on donne du mal, ça fait 5 siècles que ça dure. On essaye. Et d'ailleurs, c'est toujours pas réglé, je crois. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai même pas besoin de le savoir, je pose la question, il connaît la réponse, c'est pas réglé. Mais c'est un vrai problème pour nous. Hein. Là, je le prends à la blague, mais vous êtes tous assez connaisseurs de géopolitique pour savoir que ces sujets-là, on ne blague pas longtemps. Hein. Donc, l'ONU a décidé que si on pouvait faire la preuve de la continuité du plateau continental par la matière, les roches et d'autres éléments de cette nature, alors on pouvait étendre son territoire national. Et c'est comme ça, mes chers amis, sans que vous le sachiez, mais grâce à l'Ifremer, à nos bateaux, à nos capacités scientifiques d'explorer le fond, nous, Français, vous allez voir pourquoi je dis ça, que le territoire de la France s'est accru pour la première fois de son histoire de 10%, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Nous avons étendu de 10%, c'est un peu comme si la Sarre était redevenue française, comme si, etc., etc., etc. Vous n'avez qu'à projeter 10% du territoire national sur les voisins, et vous avez une idée de ce que ça aurait provoqué si ça avait été sur la terre ferme. Pour comprendre l'importance géopolitique du fait que les autres sont au courant et qu'ils peuvent se dire « Ah oui, mais nous, on n'est pas d'accord ». Le jour où on viendrait, comme on fait certains, comme sur la Lune, avec notre petit drapeau, en lisant un texte qui n'a aucun rapport à ce qu'on fait, la Bible en l'occurrence, mais si on les avait écrits, on ne serait jamais arrivé sur la Lune, et on dit « C'est à moi ». Parce que c'est ça qu'ils font tous, c'est normal, c'est les rapports de force. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux géopolitiques très importants. Nous avons besoin du droit. Donc, nous, les Français, deuxième territoire du monde, on vous l'a dit assez souvent, nous avons par-dessus tout besoin du droit, donc d'une diplomatie qui ne soit pas une diplomatie alignée sur notre concurrent immédiat en surface, les États-Unis d'Amérique. Moi, je voulais que vous entendiez, Younous, vous parler des surfaces, pour que vous compreniez pourquoi nous sommes un parti d'enthousiasme. Nous ne sommes pas un petit pays confiné. On serait un petit pays confiné qu'on trouverait quand même le moyen de faire.
par l'intelligence, la culture. Mais nous avons un espace immense, donc des responsabilités immenses, parce que je ne veux pas quitter un seul instant la logique éco-socialiste. C'est ce qu'a dit notre camarade tout à l'heure. Comme nous avons des responsabilités, il faut les assumer, et les assumer contre les irresponsables. Que ce soit pour la purification des eaux qui sont jetées dans la Méditerranée, que ce soit pour le traitement des déchets que nous jetons ailleurs, que ce soit pour le traitement des navires que nous avons construits et que nous devons déconstruire. On a rappelé tout à l'heure l'épisode lamentable du Clémenceau, qui a été la honte pour nous de voir ça. D'abord, ça faisait mal au cœur de voir le Clémenceau dans cet état, et deuxièmement, passer d'un endroit à l'autre avant d'être démonté par des gamins. C'est une honte, plus jamais ça. Donc, être responsable dans l'économie de la mer, c'est traiter ces problèmes de l'amont à l'aval. Avec tout ce que ça implique. Le droit, la puissance indépendante, la souveraineté. Et les moyens de la souveraineté, qui sont des fois des moyens de police et des moyens de dissuasion, qui aident à réfléchir, ceux des impétrants qui ne réfléchiraient pas assez vite. Ce sont donc les moyens militaires et de police qui permettent de faire obstacle à la piraterie, mais de faire obstacle à la pêche illicite et de mener la discussion sur les routes maritimes. Ce sont des questions géopolitiques et économiques. Les routes maritimes, on a parlé tout à l'heure de celles qui passent par le pôle Nord. On a dit, il y a une première conséquence, ils vont se battre, et il y en a une deuxième, c'est une incitation à l'économie productiviste. Parce que, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, si on n'est plus tenu par la largeur du canal de Suez et la largeur du canal de Panama, on construit ce qu'on veut, de la taille qu'on veut. Et donc, on va encore abaisser le coût unitaire des marchandises qu'on peut transbahuter. Donc ça, c'est une incitation au productivisme. Si ça vous coûte de moins en moins cher d'aller produire au diable vos verres, pourquoi vous ne le feriez pas? Donc les routes maritimes ont une influence directe sur le modèle de production capitaliste. Plus le transport et le déménagement du monde coûtent peu cher, plus, évidemment, ce modèle d'économie aura l'intuition, l'impression, l'illusion qu'il peut se développer sans fin, contre l'intérêt général humain. Cet aspect-là, vous le comprenez très vite. Mais je vais prendre un autre aspect de route maritime. Nous autres, nous avons la façade méditerranéenne et toute la façade atlantique. Et après, on remonte. On vous a dit qu'Anvers était le premier port français. Oui, c'est un problème. Parce qu'avant d'arriver à Anvers, ils seront passés par le canal de Suez. Puis ils auront traversé toute la Méditerranée. Ils seront passés par Gibraltar. Ils font le tour. Ils remontent. Ils remontent. 140 bateaux par jour qui passent le long des côtes bretonnes. Ah, évidemment, là, forcément, ça n'existe pas, le risque zéro. Hein. Alors, vous croisez les doigts sur ce que ça transporte. Si c'est des canards pour la plage, parfait, en plastique, ils coulent, ils remontent, on les rattrape. Si c'est un pétrolier, si c'est un chimiquier, et ainsi de suite. Alors, c'est un problème pour nous, Français. Premièrement, un problème de la stupidité de nos dirigeants. Plus un atelier de réparation navale tout le long, correspondant à la taille de ces vaisseaux. Ah oui, si votre bateau de plaisance a ramassé un coup, il peut être réparé. Mais si vous avez un bateau d'une certaine taille, c'est fini. Le dernier chantier civil, on l'a fermé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en 2012, j'étais faire un tour par là-bas, en Bretagne. Donc, nous devons réouvrir, le long des voies de passage, les instruments qui nous permettent de garantir la sécurité de nos côtes. Là, il n'y a pas à discuter avec l'Union européenne. On ne va pas les demander à M. Schmoll, à M. Dull, à tous les androïdes de la Commission européenne s'ils sont d'accord pour qu'on protège nos côtes. Défense nationale, souveraineté du territoire. Point, la discussion est terminée. On peut mettre des millions dans la recherche pour trouver les moyens. Ça, c'est pas interdit. Vous voyez, sans commencer à désobéir, on peut déjà commencer à faire autre chose. Pour installer tout ça. Et puis, comme l'a dit Nicolas, je ne sais pas si tu l'as dit aujourd'hui, mais moi, comme je répète ce que tu dis, le transport des carburants, ce sont des matières stratégiques. Merci. Ce sont des matières stratégiques. Là, vous en reprenez pour 1 heure. Dans la loi française, il est prévu qu'une quantité de ces matériaux doivent être d'accès permanent pour le pays en cas de crise. Ça ne prévoit pas les produits raffinés. Et comme nous, on a fermé la raffinerie en France, c'est une bêtise, puisqu'il n'en reste plus que 9, maintenant 8 sur les 25 qu'il y avait, eh bien, on dépend des autres. Des camarades à qui ça pose aucun problème. Moi, si. Moi, ça me pose un problème de penser que, pour l'instant, tant qu'on marche au pétrole,
on dépend de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça me pose un problème, compte tenu de la qualité de l'air dans cet endroit, hein, et des relations entre les gens qui s'y trouvent. Ça me pose un problème. Nous devons garantir. Pour garantir, nous devons donc décider que le 30 ou le 40%, je ne sais pas combien, mettons 30, doit être de provisionnement garanti. Approvisionnement garanti. Donc, on construit les bateaux nous-mêmes. On ne va pas demander à des compagnies privées, ça change de nom, c'est pas qui les a. Donc, on construit les bateaux nous-mêmes avec une société nationale qui nous appartient. Ça, c'est dans les traités internationaux. Personne ne peut dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est du protectionnisme. Non, non. Moi, bien sûr que c'est du protectionnisme, je m'en fous de leur histoire. Mais le prétexte, c'est défense nationale. Voilà, les Français n'attendent pas les Américains pour savoir s'ils auront du pétrole ou pas. Je vous donne ces exemples pour montrer que la question des routes maritimes aussi soulève aussitôt des questions de droit et des questions de moyens. Les routes maritimes qui nous approvisionnent. J'en reviens à ce qui passe là. Nous pouvons, nous les Français, décider que le risque est trop grand pour nous. Alors nous ne voulons pas qu'il passe à telle distance de chez nous, dehors, plus loin. On aide d'autant plus vite à comprendre qu'on dispose des moyens matériels pour le faire comprendre encore plus vite. Je veux dire de l'armement naval et de la marine nationale qui permet à tout le monde de bien réfléchir à l'inconvénient qu'il y aurait à passer outre ce qu'on a décidé. Ah non mais les amis, c'est ça la souveraineté. Hein. Ah, vous êtes gentils là, vous voulez qu'on vous garde votre pavillon, vous voulez qu'il y ait des flics partout, mais en mer, non, ça vous choque. Ben non, on garde la maison. Voilà. Et nous pouvons décider que nous ne sommes pas d'accord pour que les produits qui transitent le long de toutes ces côtes, ce soit pour aller à Anvers, pour ensuite redescendre en camion jusqu'à Marseille. Parce que nous sommes capables d'offrir une autre route. Et cette route, c'est d'aller à Marseille avec le bateau, de décharger ce qu'il y a là, de passer par la voie ferrée. Nous avons le mode de transport multimodal, c'est pas très loin, à Port-les-Balances. Et ensuite, on retrouve le canal et le reste. Donc, nous savons faire une autre route pour les produits qui montent dans l'Europe du Nord. Vous comprenez? Tout ça, à chaque étape, c'est la question de la règle verte, de la volonté de la souveraineté nationale, de l'idée de savoir ce qu'on veut politiquement. Ou bien c'est la magie hollandaise, l'offre crée la demande, et le gars vend son frigo à l'Esquimau, ou bien c'est l'inverse, et on part des besoins, et en y répondant, on se pose les questions de notre responsabilité écologique devant les moyens qu'on met en place. J'ai décrit la mer comme horizon d'imaginaire, la mer comme horizon de droit, comme horizon géopolitique, mais c'est l'horizon de la réponse à nos défis. Ce matin, je n'y reviens pas parce que je demande aux camarades de nous donner par écrit, tous ceux qui le peuvent, aussi bien ceux qui sont intervenus, qui souvent apportaient des informations qu'on n'avait pas eues auparavant, que ceux qui sont intervenus. Ces documents écrits qui nous permettent de faire notre miel de tout ça. Mais vous avez vu que dans plusieurs directions, nous avions des réponses concrètes par la mer aux questions soulevées à la vie de l'humanité. En matière d'énergie, vous avez tous entendu que la mer contient 80 fois les nécessités d'énergie de l'espèce humaine. Et que quand bien même n'en prélèverait-on que 10%, qu'on y trouverait notre compte, à condition de mettre en mouvement les machines qui sont nécessaires. Vous avez entendu que, quoi qu'on fasse, on ne parviendra pas à nourrir l'humanité avec les moyens avec lesquels on l'a nourrie jusqu'à présent, que ce soit par l'agriculture, les céréales, puisque nous sommes arrivés au bout de l'expansion possible, sauf à modifier les espèces, ce que nous ne voulons pas faire, mais non plus par l'aquaculture, par la pêche, la logique de cueillette, j'ai bien aimé cette image, hein, parce que, d'abord, 1, on est arrivé à un plafond, 2, la mer se vide, 3, nous avons commencé une aquaculture dont Nicolas vous a dit qu'elle était arrivée cette année pour la première fois au même niveau de tonnage que la pêche brutale et bestiale que vous connaissez. Mais cette aquaculture est elle-même sauvage, brutale et bestiale, comme vous le savez. Donc, aucun de ces moyens ne nous permettra de nous en sortir sans que nous ayons recours aux protéines végétales que nous pouvons obtenir de l'algoculture. Algoculture, c'est fabuleux. Il n'y a pas besoin de mettre d'engrais. On met des fils, on met une petite algue et tchouf, ça pousse. Des fois, elle absorbe toutes sortes de cochonneries qu'on peut retraiter après. Mais il y a encore du travail à faire pour savoir faire cette partie-là. Mais on sait tout faire. Et on sait le faire dans notre pays. Pour ça, il faut avoir des fermes qui cultivent le début des algues. Pour ça, on ne va pas les mettre en mer. Donc on les met à l'intérieur des terres. Donc il faut transporter la flotte de l'eau de mer. On sait le faire.
savez, on a même réussi à faire des coquillages dans le désert du Negev. Alors, c'est rien de transporter de l'eau de mer. Mais il faut de l'alimentation énergétique. Vous voyez, tout y va. On va créer une zone où on va planter des petites algues pour pouvoir ensuite les remettre en mer. Donc il faut faire un tuyau qui sont des bons aciers. Donc il faut trouver... Et ainsi de suite. Toute l'économie est entraînée. Et le coiffeur est content. Et les gars de Florence aussi. Toute l'économie est entraînée. Et l'aquaculture est pour nous, l'agriculture en mer est pour nous un des horizons qui permettent de répondre aux questions que nous nous posons. De la même manière, ça nous permet de répondre en produisant des produits de substitution. Tout à l'heure, je vous ai dit que toute l'industrie plastique valait bien que vous le remplaciez. Ce matin, on vous a montré pourquoi. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas vous, j'ai été chauilleur le plus moche. Bon, voilà. Ça, on dirait de la corde, c'est de l'algue. Pas du plastique, c'est de l'algue. Donc, mais pourquoi je me travaille avec cet objet? J'ai demandé comme mon donneur avec une jolie couleur qu'on voit de loin et tout, pour l'amener sur un plateau de télé ou des choses comme ça. Parce que c'est la réponse concrète. La sortie des énergies carbonées, les matériaux. Et tout ça, bon, pour ceux qui connaissent un peu, hein, qui regardent l'objet, il doit y avoir des gens là qui ont une culture technique, il ne doit pas y avoir des profs de lettres dans la salle quand même. Bon, et ben voilà, vous voyez que vous avez des machines à découper. Donc vous imaginez que les métiers qui vont avec ça, les machines qu'il faut faire, ensuite ça va aller dans, ça se fait pas à la pièce, on ne fait pas un par un, hein, avec une fraiseuse, ça dans une machine. Donc la machine, il faut qu'elle tourne du matin au soir. Donc vous avez de la maintenance de systèmes automatisés, donc vous avez des ingénieurs, donc vous avez des techniciens, etc., autour de cet objet. Voilà. Donc, vous avez définitivement le droit d'éclater de rire quand vous verrez un de ces imbéciles venir vous dire « Ouais, ben allez, la recherche, on a assez cherché, maintenant il faut trouver. » Combien de fois on a entendu cet attentat contre l'esprit être proféré par des gens qui se croyaient intelligents? Ou ceux qui vous disent « Ah, l'écologie, on va pas quand même revenir à la bougie et à la caverne. » Mais regarde, je me le dis. On va se faire une caverne en algues. Vous avez le droit. C'est pour ça que je vous fais toute cette démonstration. C'est parce que je voudrais, ça sera ma contribution à cette journée, inoculer de l'enthousiasme. Nous sommes au bon endroit, dans la bonne ligne, avec les bons objectifs et avec les bonnes méthodes concrètes, précises, qui n'impliquent aucun recul de civilisation, tandis que eux sont en train de nous infliger un recul de civilisation. La civilisation humaine est plus violente, plus brutale, plus cruelle, plus égoïste, plus mortifère qu'elle n'était il y a peu. Donc, vous êtes d'accord ? Les matériaux de substitution et l'inventivité. Vous avez vu ce matin, notre ami nous expliquer comment l'observation scientifique, n'en déplaise à messieurs et mesdames les utilitaristes, le droit pour un scientifique, comme ils disent, de rien faire, c'est-à-dire de se promener sur la plage et d'examiner le caca des vers. Celle-là, je vais la replacer dans quelques discussions. Vous avez entendu ce matin, il a fait la description du ver qui est dans la vague. Il avale du sable. Comment tu l'appelles? Voilà. Et en examinant ça, bon, on trouve un substitut au sang. Voilà. Un chercheur, ça ne marche pas comme... c'est pas une machine à distribuer voilà, du Coca-Cola. Alors, il ne faut pas boire le Coca-Cola, par un esprit de résistance. Moi, j'en bois pas une goutte. J'ai mal au ventre, il paraît que c'est très bon, j'en bois pas une goutte. Je préfère avoir mal au ventre que de boire. Tellement je suis borné. On a le droit, hein, la chimie. Et on m'a expliqué aussi, on nous a expliqué ce matin comment observer la nature permettait de stimuler l'esprit pour trouver des réponses à des problèmes compliqués. Par exemple, les éponges. Comment les éponges aident à la recherche sur le cancer. Bon, eh ben, à une certaine température, tchouf, l'éponge elle se dilue. Vous remettez je ne sais pas quelle température, tchouf, l'éponge se reconstitue. Ah, donc les cellules savent reconnaître à qui elles doivent s'accrocher. Ben, c'est très important pour le cancer, parce que dans le cancer, certaines cellules ne savent pas reconnaître l'ennemi et l'ami, ne font pas la différence. Donc voilà, c'est une source d'imagination. L'esprit procède de cette façon, par analogie, par découverte, par enthousiasme. Donc c'est aussi un horizon d'invention. Vous avez vu cet homme tranquille ce matin. Bon, il organise la passerelle entre ça et les brevets, parce que maintenant on a enfin compris qu'il faut déposer des brevets. Et vous savez que la lutte contre le capitalisme du XXIe siècle, c'est la lutte pour les brevets et pour la propriété intellectuelle. C'est là que tout se concentre.
les capitalistes d'aujourd'hui s'en fichent d'avoir les usines et le reste, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est la marque, le carnet de chèques et l'ouvrier qui la ferme. Et pour trouver des ouvriers qui la ferment, ils sous-traitent le travail aux États-nations qui sont priés de faire tenir en rang les gens et qui ferment leur bouche et qui ont tous bien peur de se faire voler leur bout de pain par le voisin d'à côté. C'est comme ça que ça marche. Voilà tout ce que c'est, cette idée de l'économie de la mer. Et par conséquent, je vais finir là-dessus, avec ces choses que j'ai synthétisées de ce que j'ai entendu aujourd'hui, de ce que j'avais entendu un peu avant. Voilà comment nous allons avancer pour faire comprendre ce qu'est l'écosocialisme, à partir d'un terrain bien précis, dans lequel chaque femme, chaque homme peut se projeter personnellement en se demandant quelle serait la part qu'il y prendrait, en instruisant les gens sur leur situation réelle. 50% de la population vit à moins de 100 km d'une côte. Donc tout le monde est concerné par cette histoire. Et qu'il le veuille ou non, de toute façon, l'humanité universelle va être confrontée au défi qui va résulter du changement climatique. Le niveau des mers monte. Par conséquent, il faudra déménager tout ce qui se trouve là où la mer va occuper la terre. Et ce déménagement, vous pouvez considérer qu'il va se régler à la sauvage, chacun étant responsable de son propre déménagement, usine compris, hein, ou bien ça va être la volonté, le collectif qui va s'appliquer. Par conséquent, la crise écologique va mettre l'humanité au pied du mur du choix des solutions éco-socialistes plus vite que n'importe quel discours ou harangue ou élection. Et nous, notre devoir, c'est d'anticiper tout ça et d'être en état de présenter l'écosocialisme non pas comme une idéologie de plus qui aurait combiné, heureusement, des préoccupations écologiques avec des aspirations sociales, mais comme un système global de pensée et de réponse économique. Avec l'économie de la mer, nous entrons dans le concret de la réalisation du modèle écosocialiste. Et la transformation éco-socialiste de la société viendra de la mer, vraisemblablement. Nous ne convaincrons pas nos concitoyens de changer tout, leur goût, leurs habitudes, leur production, autrement qu'en déclenchant un enthousiasme qui soit exactement concurrent à celui que le capitalisme a réussi à répandre dans les esprits, par la publicité, la mode, et toutes sortes d'incitations qui vous ont changé de l'intérieur sans que vous en rendiez compte. Nous n'y arriverons pas sans secouer et les relations sociales et l'imaginaire et les représentations symboliques collectives. Les êtres humains se construisent sur des représentations symboliques collectives. Le monde est de plus en plus triste parce qu'il est horriblement uniforme. Et le capitalisme est à l'œuvre pour le rendre uniforme, parce que c'est l'uniformité du monde qui permet les productions de masse. Vous seriez consterné, je pense que vous l'êtes déjà, si vous regardez les journaux où s'exerce la plus grande tentative de domination intellectuelle sur les êtres humains, ce sont les journaux féminins, qui sont destinés à pousser les femmes à intérioriser des normes de comportement, d'habitudes, de consommation, qui sont le premier rouage par lequel on commence à vouloir asservir toute la société à ces normes. Et vous découvrez avec stupeur que si vous croyez que les goûts sont changeants d'un continent à l'autre, ce n'est pas le cas, parce que les journaux de la presse féminine prescrivent exactement les mêmes choses d'un bout à l'autre de l'univers, les mêmes produits. De la même manière qu'on a essayé de fabriquer un goût universel pour un modèle de vin universel. Et que ce qui était interdit hier, mettre du sucre, mettre des copeaux de bois dans du vin pour essayer de faire croire qu'il a vieilli en fût et qu'il a bien mûri sous le soleil, raison pour laquelle on pouvait vous couper les mains au Moyen-Âge, aujourd'hui est légal, ça fait partie de la législation européenne, parce que c'est ce goût-là qui est fabriqué à l'échelle du monde entier pour qu'on ait envie de ces produits-là dans des quantités que naturellement on ne pourra jamais satisfaire. Et voilà la raison pour laquelle les appellations d'origine contrôlée, localement situées, sont vitales pour nous. Parce que si vous créez le goût du champagne d'un bout à l'autre de l'univers, il n'y a pas de quoi en Champagne faire du champagne pour tout le monde. Et donc on fera du champagne en Pologne, en Hongrie, au Mato Grosso, et je ne sais où ailleurs, et ça m'étonnerait que ce soit pour le bonheur des gens qui s'y trouvent. Vous voyez comment tout se tient. La diversité, la sensibilité de l'être humain, ses aptitudes culturelles qui naissent de cette diversité, de cette sollicitation multiple par des cultures diverses, cette réduction de l'être humain par rapport à un projet politique et celui du capitalisme, trouve son revers dans le modèle éco-socialiste, puisque lui, à l'inverse, il va localiser. Il va essayer de n'avoir recours aux moyens de l'extérieur qu'autant qu'il ne peut s'en passer.
ce qui n'est pas du tout le modèle actuel. Ça ne veut pas dire se replier, ça veut dire assumer sa responsabilité d'être humain à l'endroit où on se trouve. Aider les autres, en commençant par s'aider soi-même, mais aider les autres, leur demander à proportion de l'aide qu'on peut leur donner, et ainsi de suite. Cette idée de l'échange, de la gratuité, de la coopération, de la solidarité remplaçant la sauvagerie, de l'uniformisation et de l'exploitation sans fin des ressources qui passent à portée de votre main à vous, sans vous soucier du lendemain. Comme l'a très bien dit Isabelle Autessier, le pire, c'est quand on voit de l'argent des investisseurs arriver dans la pêche. Parce qu'ils viennent faire de la pêche tout de suite, à toute vitesse, et quand il n'y aura plus de poissons, ils s'en foutent, la main vont faire des chaussettes. C'est pas leur sujet, les poissons. Tandis que le pêcheur, lui, si, c'est son sujet. C'est sa raison de vivre, et c'est grâce à quoi il peut vivre. Ainsi, la mer est en horizon politique. Par les méthodes que nous utiliserons pour la conquérir, le mot conquérir est peut-être de trop, pour nous y insérer, pour y trouver notre place, nous changerons les process de production, les goûts, les manières de faire, qui ensuite, ou en même temps, seront ceux qui auront cours sur la terre ferme. C'est pourquoi l'éco-socialisme est un des horizons de l'économie de la mer. Voilà mes amis, j'ai assez parlé, j'espère avoir synthétisé du mieux que je pouvais ce que nous avons tous dans l'esprit et le cœur. Je remercie ceux qui nous ont aidés aujourd'hui. Tous n'étaient pas de notre avis, mais ils étaient tous les bienvenus.